Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le premier jour du challenge. Donc toute cette semaine, on va avoir tous les jours un live ensemble à 18 heures. On va pouvoir papoter à chaque fois d'un sujet différent. Aujourd'hui, premier jour du challenge, on va parler de comment organiser ses études de naturopathie. Alors, bienvenue en tout cas dans cette masterclass et dans ce moment avec moi. Donc, n'hésitez pas à prendre de quoi boire, manger, grignoter, prendre des notes. Le replay vous sera envoyé après la masterclass. Il sera disponible dans votre espace de formation. Donc, normalement, vers 20h30, 21h, vous devrez recevoir un email avec toutes les informations, les liens d'accès, etc. et le replay. Et puis, je vais vous inviter à noter vos petites questions pour la fin. Je fais la présentation en un seul jet. Et à la fin, je répondrai donc à toutes vos petites questions et interrogations, que ce soit sur la masterclass, le métier de naturopathe, vos études de naturopathie, vos interrogations, etc. Et je suis disponible toute cette semaine pour répondre à vos interrogations et à vos questions. Vous avez également le groupe WhatsApp que je vous encourage vivement à rejoindre, où on peut papoter ensemble sur différents sujets et avec grand plaisir en tout cas. On va commencer par une petite présentation de moi, pour les personnes en tout cas qui ne me connaîtraient pas. Donc, je m'appelle Eva Michler, je suis naturopathe depuis 2017. J'ai accompagné plus de 300 personnes dans mon cabinet et je suis fondatrice du programme Devenir naturopathe que j'ai fondé donc en 2020, qui était un programme d'accompagnement à la reconversion vers le métier de naturopathe. Et grâce en fait à ce programme et à toutes les masterclass que j'ai développées depuis 2020, j'ai accompagné plus de 1600 personnes à la reconversion. Aujourd'hui, depuis le mois de août 2023, je suis également formatrice dans 2 centres de formation en naturopathie et ma mission est de vous accompagner tout le long de votre processus de reconversion pour vivre la vie professionnelle de vos rêves. Alors, aujourd'hui, au programme, on va voir comment organiser ces études de naturopathie. Donc, en première partie, on va comprendre et analyser le programme. En deuxième partie, on va avoir un petit peu plus de méthodologie pour s'organiser. Et puis, tout l'objectif de ce challenge, en troisième partie, on va avoir un petit peu les exercices qu'on peut faire. Chaque jour, je vais vous donner des petits exercices à faire. Vous les faites ou vous les faites pas. Il n'y a aucune obligation à ce niveau-là. C'est vraiment juste par pur plaisir de partager ensemble ce petit moment. Et voilà. Alors, partie 1, comprendre et analyser le programme des études de naturopathie. Alors, là, je fais quelque chose quand même d'assez général. Ça va dépendre des écoles de naturopathie, bien sûr, mais normalement, dans toute école de naturopathie, vous allez avoir un programme de type qui comprend 3 parties. Donc, l'anatomie-physiologie, les 10 techniques du naturopathe, et la troisième partie, c'est la pratique, études de cas, outils pratiques, clinica, etc. Ça, c'est vraiment la base de chaque école de naturopathie. Si on essaye de décrypter un petit peu donc, ce programme, on peut voir qu'en anatomie-physiologie, donc ça se décompose en 3 parties. Donc l'anatomie générale, on va avoir un petit peu tout ce qui peut être terminologie anatomique, cellules des tissus, le squelette humain, les muscles, les articulations. On va avoir les systèmes physiologiques, cardiovasculaires, respiratoires, nerveux, digestifs, endocriniens, immunitaires, urinaires, reproducteurs, lymphatiques, etc., etc. Il y en a plusieurs. Ça dépend vraiment des écoles de naturopathie. Il y a certaines écoles qui vont en mettre plus ou moins, un peu plus en détail ou moins en détail. Et on a surtout, ce qui est très important pour nous, c'est une intégration de la vision de naturopathie dans la physiopathologie. Donc, c'est-à-dire que pour ce troisième point, le plus important pour nous en tant que naturopathe, c'est qu'on ne raisonne pas, on va dire, comme tous les autres professionnels de santé, puisqu'on n'est pas des professionnels de santé, on est des professionnels de l'accompagnement. Donc, du coup, on a besoin de cette vision naturopathique dans la physiopathologie. Donc, pour nous, par exemple, toute pathologie décante généralement d'une problématique de terrain, notamment au niveau émonctoriel, peut-être une surcharge émonctorielle qui fait qu'on a une pathologie qui se déclare. C'est important que votre école intègre cette vision de la naturopathie au niveau anatomie physiopathologique, parce que c'est quand même la base. Je vous ai mis également en gras 3 systèmes, donc c'est le système nerveux, le système digestif et le système endocrinien. Alors ça, c'est ma propre vision. C'est ce que moi, aujourd'hui, après 7 ans de pratique, j'ai pu observer. Le système nerveux, digestif et endocrinien sont pour moi les 3 systèmes à apprendre
par cœur en naturopathie si vous souhaitez devenir un bon naturopathe. C'est les 3 systèmes qui sont le plus importants pour notre organisme et en même temps, ça a une logique imparable. Si on prend le concept de force vitale, on sait qu'en naturopathie, nous, on se base sur de la force vitale. On sait que tout ce qui peut exprimer une pathologie est une expression de la force vitale, en moins ou en plus. Et cette force vitale, les récepteurs de cette force vitale sont le système nerveux et endocrinien. Je compare toujours cette force vitale à une balance. Si vous avez votre système nerveux qui prend le dessus, donc par exemple dans un burn-out ou une maladie neurodégénérative ou des choses de ce type-là, le système endocrinien, il s'effondre. Et si le système endocrinien prend le dessus, c'est le système nerveux derrière qui s'effondre. Le corps, en fait, a toujours ce système de balance pour venir vraiment trouver son équilibre au quotidien à ce niveau-là. Hop. Alors, donc pour moi, c'est vraiment les 3 systèmes qui sont hyper importants à apprendre. Alors là, voilà, c'est mon avis, c'est avec mon recul, c'est avec mon expérience, parce qu'à la suite de mes études de naturopathie, j'ai également fait d'autres formations en PNL, en physiopatho, en homéopathie, en aromatophytologie, etc., olfacto, etc., etc. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai pu regarder, c'est que en anatomie-physiologie, je trouve qu'on n'est pas assez formé, en tout cas sur ces 3 systèmes-là. Et que du coup, quand j'allais faire d'autres formations, parfois je ramais parce que j'avais peut-être pas assez de connaissances dans ces 3 systèmes-là. Ce qu'il faut aussi savoir en anatomie-physiologie, dans des études de naturopathie, c'est que l'anatomie-physiologie se base généralement sur un parcours d'infirmiers, d'infirmières. C'est pour ça que beaucoup d'infirmières qui vont se lancer dans des études de naturopathie, parfois le côté anatomie-physiologie, elles sont dispensées, où elles ont moins de cours ou moins d'interventions, moins de choses de ce type-là, parce qu'elles ont déjà une très bonne base et donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Certaines écoles peuvent pousser un petit peu plus loin en anatomie-physiologie, ça dépend des écoles dans lesquelles vous êtes. Mais en tout cas, moi, ce que je vous retiens de faire, c'est ces 3 systèmes, les apprendre par cœur, avoir une très bonne connaissance, ça va vous aider, que ce soit dans votre pratique du cabinet, mais même dans votre post-parcours et dans votre post-certification pour d'autres formations diverses et variées. On a également les 10 techniques du naturopathe. Donc la bromatologie qui est la science alimentaire, la gestion psycho-émotionnelle, la kinésiologie ou les exercices physiques, la phytoaromatologie, l'hydrologie, la réflexologie, la pneumologie, l'actinologie, la magnétologie, les techniques manuelles. Donc dans ces 10 techniques du naturopathe, on va avoir entre 3 ou 4 techniques qui sont dites majeures. Donc généralement, certaines écoles vont intégrer la phytoaromatologie et d'autres écoles ne vont pas l'intégrer. Ça dépend desquelles, ça dépend des courants, si votre école est de nature hygiéniste ou si elle est un peu plus moderne ou un mélange des deux, etc. Donc, on a la bromatologie, la gestion psycho-émotionnelle, la kinésiologie et certaines écoles intègrent la phytoaromatologie. Je sais qu'il y a beaucoup de naturopathes et étudiants qui sont parfois intrigués du fait d'avoir un petit peu toutes ces techniques et tous ces outils. Il faut vraiment voir les 10 techniques du naturopathe comme vraiment une boîte à outils dans laquelle vous allez pouvoir piocher les outils qui vous plaisent et qui peuvent vous intéresser à pratiquer dans votre cabinet. Il ne faut pas être étonné également d'avoir beaucoup d'initiation, mais pas forcément beaucoup d'approfondissement. En tant que naturopathe, on est vraiment vu comme un médecin généraliste des médecines naturelles. Je mets vraiment des très grosses guillemets parce que ce sont des termes qu'on n'a pas forcément le droit d'utiliser, mais c'est juste pour que vous ayez un peu une métaphore mentale pour voir à peu près comment nous on se situe. C'est-à-dire qu'un médecin généraliste, il est formé à plein de choses. Il est formé autant bien en cardiologie, en gastro-entérologie, etc. Mais il n'a pas forcément des techniques poussées. Il n'est pas forcément spécialisé à ce niveau-là. Il a juste un ensemble global de ce que peut être l'accompagnement en naturopathie. Donc, du coup, nous, en tant que naturopathe, quand on a une personne qui vient en cabinet et qui va, par exemple, nous parler de réflexologie, même si on n'est pas formé en réflexologie, il faut qu'on sache comment ça fonctionne au niveau du corps, il faut qu'on sache un petit peu les méridiens, mais on n'est pas forcément pratiquant de la réflexologie. Et après, c'est intéressant aussi d'avoir un petit peu toutes ces initiations-là, parce que vous pourrez aussi vous dire, ah mais la réflexologie, ça me plaît vraiment énormément, je vais le pratiquer, donc je vais me former, je vais faire ci ou ça, à droite, à gauche, etc. C'est ça qui fait vraiment la spécificité d'un naturopathe et pourquoi pourquoi des personnes vont venir vous consulter, vous, et pas le naturopathe d'à côté, c'est parce qu'on a toutes nos spécialisations et notre façon de voir la naturopathie, la façon d'observer cette naturopathie, et donc du coup, de pouvoir
bien se spécialiser à ce niveau-là. Moi, comme je dis, c'est comme les boulangers. Pourquoi vous allez voir le boulanger dans lequel vous allez et pas le boulanger d'à côté? Parce que c'est lui, son pain, il est, voilà, il est au levain, avec des graines anciennes, où il y a un pain nordique avec telle graine, etc., etc. Donc, vous allez voir ce boulanger-là et pas un autre. Et ensuite, on a la pratique. C'est une chose qui est hyper importante et intéressante à intégrer dans votre école de naturopathie. Je vais vous donner des petites astuces un petit peu plus tard si votre école de naturopathie n'intègre pas beaucoup de pratique, ce qui peut arriver notamment dans tout ce qui peut être études à distance, études par correspondance. Mais en tout cas, ça doit faire partie normalement d'un des piliers des études de naturopathie. La pratique vous permet de développer votre sens logique de la naturopathie et la dimension holistique. Il vous permet de réfléchir comme un naturopathe. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on est très souvent habitués à la médecine allopathique qui va nous proposer donc, une solution par rapport à un symptôme. Donc, très souvent, les personnes même qui vont venir vous consulter se disent j'ai mal là, qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme plante, comme action, comme aide à ce niveau-là, sans forcément aller chercher derrière la cause de l'origine à ce niveau-là. La pratique également, elle permet de développer votre esprit critique. Et ça, c'est quelque chose pour moi de très important quand on devient naturopathe, de développer un esprit critique. Un esprit critique, c'est prendre une chose et l'analyser sous tous les prismes différents pour essayer de le comprendre sous toutes ses facettes possibles. Très souvent, les écoles de naturopathie peuvent vous enfermer, entre guillemets, dans un dogme, dans une vision de la naturopathie, de vous enfermer même dans une méthodologie de consultation, etc. Et vous avez du mal à sortir peut-être de ce cadre. Développer un esprit critique, c'est sortir de ce cadre et se dire, OK, donc moi j'ai appris en école de naturopathie que ça fonctionne comme ça, mais la réalité du terrain, c'est que ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Commencez déjà, même si là, vous rentrez en école de naturopathie en septembre ou que vous venez juste de rentrer, que vous êtes en dernière année de naturopathie, tous ces conseils peuvent s'appliquer à vous parce que prendre des bonnes bases pendant vos études de naturopathie, c'est pouvoir avoir beaucoup de confiance en vous quand vous allez vous lancer derrière et pouvoir également être un bon naturopathe avec pas mal de recul, avec moins de syndrome de l'imposteur, avec une meilleure pratique en cabinet, etc., etc. Donc, normalement, la pratique également doit vous préparer à l'exercice professionnel et à vous préparer à votre posture d'éducateur d'hygiène de vie. On va passer à la partie 2, la méthodologie et l'aide à l'organisation de vos études. Donc là, je vous ai listé un petit peu à chaque fois des exercices variés et divers que vous allez pouvoir piocher un petit peu à chaque fois et voir qu'est-ce qui marche pour vous. Ça, c'est vraiment du conseil que je peux vous conseiller, que je conseille à mes étudiants naturopathes ou que j'ai moi-même pratiqué pendant mes études de naturopathie. Donc, ce que je vous conseille, c'est de varier les supports de cours. Donc, si vous ne savez pas, nous avons 5 sens. Ces 5 sens nous permettent d'intégrer les informations extérieures qui viennent à nous. Chaque personne a un sens différent. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus donc kinesthésiques, ils ont besoin de voir, de toucher, de palper, de pratiquer pour pouvoir bien apprendre ce qu'ils sont en train de faire. Il y en a, ils vont juste suffire de lire pour pouvoir apprendre. D'autres, ça va être l'écoute. D'autres, ça va être un nécessaire de temps en fait pour appréhender une notion en naturopathie. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de varier les supports de cours. Au plus vous variez les supports de cours, au plus vous avez de chances également que l'information vienne à vous et se mémorise à l'intérieur de vous. Donc vous avez tout ce qui peut être livre, mais également ne pas hésiter à aller sous un format vidéo webinaire, comme aujourd'hui par exemple, un format podcast, le support papier et ne pas hésiter également à explorer tout ce qui peut être fiches de révision en forme de mind mapping, fiches de révision divers et variés, mettre des post-it. Moi, je sais qu'un des exercices qui me plaisait bien quand j'étais étudiante en naturopathie, c'était d'enregistrer mes cours, donc sous un format podcast. Et en fait, parfois, je les écoutais quand j'allais marcher, faire des randonnées ou quoi. Je mettais mes écouteurs et j'écoutais mes cours qui se répétaient en boucle, même si je n'avais pas forcément l'attention qui était fixée sur mon auto-podcast, ça me permettait quand même mon inconscient de travailler certaines notions à ce niveau-là. Suivre les tendances. Ça, pour moi, c'est quelque chose également de très intéressant et de très important que vous soyez étudiant en naturopathie
ou naturopathe installé, suivre les tendances, c'est hyper important pour avoir un petit peu toutes les actualités. Mais également de ne pas être perdu quand vous allez avoir quelqu'un en cabinet qui va vous parler, moi je ne sais pas, du dernier régime à la mode, de la dernière pratique tendance. C'est intéressant. Donc, pour suivre les tendances, je vous conseille de vous abonner à des magazines comme Le Chou, Hippocratus, Plantes et Santé. Également des abonnements à des newsletters comme sur le site Alternative Santé, la nutrition. Il y en a plein de sites divers et variés également. Et de suivre plusieurs comptes de naturopathes sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à suivre des comptes de naturopathes à l'étranger. Très souvent, les Australiens et les Américains sont beaucoup plus en avance sur les tendances que nous, en tout cas dans le domaine de la naturopathie, même si ça peut s'appliquer à plusieurs domaines. Mais c'est hyper important. Ça permet également donc, un mode d'information qui est différent et de toujours avoir ce développement d'esprit critique qui se développe, de voir et de toucher un petit peu à tout, peut vous permettre de vous organiser pendant les études. Et en plus de ça, ça peut être aussi un moyen ludique d'avoir son petit magazine, voilà, quand on est en attente chez le médecin, quand on amène les enfants à l'équitation, au judo, etc., de pouvoir lire son magazine, etc. Toujours pareil, on varie les sources d'informations pour que ce ne soit pas non plus rébarbatif et pouvoir bien s'organiser dans ses études de naturopathie. Et un conseil pour moi primordial, pratiquez. Ayez des cobayes à partir du moment où vous rentrez dans votre école de naturopathie. Prenez vos proches comme cobayes et pratiquez dès le début de vos études de naturopathie sous forme de consultation. Ça n'a pas besoin d'être parfait pour pratiquer. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce qu'au plus vous allez pratiquer, au plus aussi vous allez pouvoir vous démarquer dans votre façon d'aborder la naturopathie, dans votre façon de voir la naturopathie et d'appréhender en fait l'accompagnement. Pratiquez également sur vous. Testez dès le début de vos études. Graines germées, cure détox, reminéralisation, exercice physique, massage, réflexologie. N'hésitez pas à aller consulter d'autres thérapeutes et d'autres pratiques alternatives. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui manque énormément à tous les étudiants naturopathes et à tous les organismes de formation. Ils ne vous conseillent pas assez déjà de vous faire accompagner vous. On sait que dans des études de naturopathie, on a une grosse remise en question, généralement, qui s'opère parce qu'on découvre plein de choses. On a peut-être une façon d'aborder les choses qui est différente, on comprend des choses de façon différente, on change. Et le fait de prendre soin de soi, c'est primordial avant de prendre soin de l'autre, pour éviter de tomber dans un syndrome du sauveur, pour éviter de tomber dans plein de choses. Pratiquez également sur vous. Comme par exemple en faisant des massages différents, en faisant de l'exercice physique, aller tester le tai chi, le qigong. Là, en ce moment, là, on est au mois de septembre, il y a toutes les associations locales qui généralement ont réouvertes, etc. Et donc, du coup, là, vous avez souvent des cours de yoga, première séance gratuite, première séance gratuite, première de séance découverte d'essai, etc., etc. Ça peut être quelque chose d'hyper intéressant et où on n'a pas forcément besoin d'un budget illimité à ce niveau-là. Pratiquer, 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 pratiquer. Ça va être un gage de qualité également pour vos consultants quand ils vont pouvoir vous dire, par exemple, moi, le massage à Bayanga, j'ai pas aimé. Oui, mais si vous n'avez jamais reçu un massage à Bayanga, vous ne pouvez pas savoir pourquoi cette personne n'a pas aimé. Est-ce que c'est le fait que ce soit un massage intégral du corps? Est-ce que c'est le fait qu'il y a beaucoup d'huile? Est-ce que c'est le fait que l'huile soit chaude? Est-ce que, voilà, ça vous permet vraiment de comprendre comment les choses s'appréhendent. Avoir un répertoire de vocabulaire, ça c'est vraiment un conseil qui chez moi a été quelque chose qui m'a sauvée lors de mon passage de certification. Je me suis acheté un répertoire donc pour à la base noter les numéros de téléphone. On en trouve dans à peu près toutes les papeteries, au supermarché, etc. Et en fait, moi, dès le début de mes études, j'ai noté toutes les définitions que je ne comprenais pas. Donc, émonctoire, hop, je mettais la définition. Quand il y avait de l'anatomie physiologique, il y avait des termes assez un petit peu compliqués, etc. Avoir ce répertoire, en fait, il m'a permis au moment du passage de mon examen final, qui était donc en format écrit, de réviser en fait 6 mois à l'avance. J'avais commencé à reprendre mon répertoire, à relire toutes mes définitions de mots. Et en fait, le fait de relire toutes mes définitions de mots, parfois, ça me permettait d'imbriquer des choses ensemble, de comprendre mieux mes cours. Et ça me faisait toujours sur moi un petit cahier de révision pour pouvoir bien comprendre tout ce que j'apprenais au quotidien.
Établir un plan d'études global. Bon, ben ça, c'est sans hésiter, hein, c'est quelque chose d'hyper important. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous êtes en reconversion. Pour certaines d'entre vous, ça fait peut-être 20 ans que vous n'avez pas remis, vous n'êtes pas retourné sur un banc d'école. Ça fait peut-être même plus, même moins, etc. Ça fait longtemps que votre cerveau ne s'est plus habitué à apprendre des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est jusqu'à ce que nos 25 ans, notre cerveau est entre guillemets mou. Il est facile à modeler et à comprendre, à apprendre des choses, etc. Mais quand ça fait 10-15 ans que vous êtes donc dans votre CDI, que vous avez l'habitude de faire les choses de façon routinière, que vous n'avez pas l'habitude de peut-être prendre un regard extérieur ou de faire des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles choses, forcément, ça va mettre du temps. Et donc, pour que ça mette du temps, moi, ce que je vous conseille, et c'est prouvé par la PNL et par énormément d'études de neuroscientifisme, faire des sessions courtes de révision et de travail, mais répétées plutôt que 3 heures par semaine. Ça, c'est quelque chose qui peut énormément vous aider au quotidien. Le soir, même si vous êtes fatigué, que vous n'avez pas l'envie, ben vous prenez votre répertoire et vous lisez 3-4 définitions. Si vous avez un petit peu plus de temps, vous prenez votre cours et puis vous commencez à surligner 2-3 choses. Si vous avez encore un peu plus de temps, vous pouvez faire un petit peu de votre cours et écouter un podcast. Enfin voilà, il ne faut pas hésiter à faire des sessions courtes et répéter que plutôt vous dire bon mais je travaille pas de la semaine et là tout d'un coup j'ai un week-end de libre et je vais me faire 15 heures de révision d'un coup sans sortir de mes cahiers, sans sortir de mes livres, etc. Forcément que ça va arriver parce que très souvent en fin de cursus, quand c'est le moment de passer son certificat, on est un peu plus la tête dedans. Mais si vous prenez l'habitude de travailler régulièrement par des sessions courtes, ça risque d'être beaucoup plus à la fin constructif que long. Après, voilà, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas du tout se permettre de faire des sessions courtes parce que je pense notamment à des infirmières qui font des 10 heures par jour, etc. Mais vous pouvez essayer de vous organiser d'une autre façon pour faire plus de sessions courtes ou voilà. N'hésitez pas également à définir des objectifs clairs pour chaque matière. Quand vous allez rentrer en études de naturopathie, vous allez généralement recevoir le plan, donc avec tous vos programmes, avec module 1, etc., module 2, etc. Ce que je vous conseille, c'est de vous fixer un petit peu des deadlines, de vous dire par exemple, bon, ben, le premier mois, je fais module 1, module 2, le deuxième mois, module 3, module 4, le troisième mois, module 4, 5, etc., etc. Vous faites ça comme ça, au moins ça vous permet d'avoir une visibilité sur le long terme, mais également de vous fixer des limites en vous disant, ah, là peut-être que je suis un petit peu en retard, je vais un petit peu agrandir mes sessions, ou là, non, ça va, je peux me reposer. Ça vous permet également d'avoir une bonne base au quotidien. Certaines écoles vous proposent des plans d'études déjà tout construits, certaines d'autres non. Il faut aussi comprendre et voir qu'est-ce qui marche pour vous. N'hésitez pas à faire des tests, à voir si je fais 2 modules par mois, est-ce que c'est suffisant, pas assez? Non, peut-être que je peux passer à 3 modules, peut-être que je peux passer à 1 module, peut-être que je peux faire ci, ça, comme ça, etc. N'hésitez pas également à changer d'horizon. Ne pas hésiter à aller faire des stages ailleurs dans d'autres écoles de naturopathie. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille énormément pour les personnes qui sont en correspondance. Vous avez plusieurs écoles qui proposent des courtes sessions en candidat libre, donc vous pouvez vous inscrire à un cours par-ci par-là. Ça peut être hyper intéressant. Mais également, le fait de changer d'horizon, parfois, c'est de voir une chose sous un autre angle et pouvoir mieux le comprendre. Je me souviens du cours sur le système nerveux. Par exemple, à mon école, j'arrivais pas à comprendre ce que me disait le prof. On a passé 4 heures donc, de cours sur le système nerveux. Je suis ressortie de là, j'avais la tête vide et je disais, je ne comprends rien. Je suis rentrée chez moi et je me suis replongée dans les cours et je me disais, au bout de 4 heures, mais je ne comprends toujours rien. Et puis, j'ai noté sur YouTube, cours système nerveux. Et là, il y a eu une vidéo donc, de Vérisme, donc de Pierre Dufraisse, qui a fait une vidéo, je crois, de 40 minutes sur le système nerveux. J'ai regardé cette vidéo, j'avais tout compris. Donc parfois, la façon dont c'est exprimé, vous allez buter pendant des heures et des heures pour comprendre quelque chose de tout simple qu'une autre personne va vous expliquer avec d'autres mots, avec d'autres termes, avec une façon de voir totalement différente et vous allez le comprendre en
un dixième de temps que ce que vous avez mis pour comprendre la première fois. Voir d'autres horizons, donc c'est toujours pareil, ça développe l'esprit critique, ça développe votre pratique, votre posture de thérapeute. Ça vous permet de remettre en question vos connaissances. Le fait également de rencontrer d'autres personnes, donc d'autres étudiants d'écoles différentes, ça peut vous permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau, d'avoir des contacts, etc. D'avoir peut-être des recommandations de livres que dans votre école on ne vous conseille pas, d'avoir peut-être des supports de cours différents. Donc c'est toujours quelque chose d'intéressant dans dans vos études de naturopathie à développer. Et en troisième partie, on va voir un petit peu tous les exercices et les ressources que je peux vous proposer, que je vous conseille. Donc, les ressources que je vous conseille, donc bien sûr, moi, celui qui m'a accompagné, donc c'est Pierre Dufraisse, donc c'est Vérisme TV. Il fait plusieurs cours d'anatomie, physiologie. Il est très concentré sur tout ce qui peut être hormèse. Mais c'est vraiment des choses que je vous conseille qui sont hyper intéressantes. Vous avez également donc, l'école de santé naturelle qui fait des super petites vidéos sur YouTube qui vous explique à chaque fois qu'est-ce que l'inflammation, qu'est-ce que c'est ci, qu'est-ce que c'est mi. Je vous conseille également de vous procurer un petit livre d'anatomie physiologie humaine à dessiner. Moi, c'était un petit truc que j'avais, mais qui me permettait parfois aussi d'apprendre le vocabulaire parce que vous avez certaines écoles de naturopathie qui sont assez à cheval sur tout ce qui est vocabulaire anatomique physiologique, même si c'est pas forcément quelque chose qu'on a besoin. Il faut aussi se détendre à ce niveau-là. Moi, je comprends pas trop les écoles de naturopathie qui, par exemple, vous font apprendre tous les squelettes du corps humain. Moi, je les ai appris par cœur pendant mes études de naturopathie parce que notre école nous le demandait, mais aujourd'hui, je pense que j'ai à peu près oublié 80% du nom de tous les noms des os du corps humain. C'est pas quelque chose qui, au quotidien, me sert et j'ai une obligation de savoir par cœur le nom de tous les os. Je me rappelle que j'avais appris tous les os de la boîte crânienne et je me souviens d'une session de révision avec ma mère dont je lui disais donc celui-là c'est ça, 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 mais aujourd'hui je suis incapable de tous vous les redire. Vous avez également donc le livre d'anatomie physiologie, le Ross et Wilson. Moi, c'est vraiment celui que je vous conseille. Il est génial. Pourquoi il est génial? Parce qu'il est ultra accessible. Très peu d'écoles de naturopathie vous le recommandent. Enfin, ça dépend des écoles de naturopathie. Mais il est génial aussi parce qu'il est à destination des étudiants à la base en aide-soignants infirmiers. Et parfois, les écoles de naturopathie vont directement vous dire d'acheter un livre d'anatomie physiologie pour les étudiants de médecine. Sauf que quand vous allez vous plonger, donc déjà, généralement, c'est des livres qui sont assez costauds, qui font plus de 3000 pages, mais ils sont assez, je trouve, chiadés, très costauds, en fait, dans l'approche que ça peut avoir. Donc, alors que l'anatomie physiologie du Ross et Wilson, avec cette approche pour les aides-soignants infirmiers, je trouve qu'il est beaucoup plus accessible. Moi, par exemple, à chaque début de cours d'anatomie physiologie, je lisais d'abord le Ross et Wilson avant de faire les cours de mon école de naturopathie. Ça me permettait d'avoir une autre vision, d'avoir plusieurs choses à ce niveau-là. Et ensuite, le petit exercice que je vais vous demander de faire, donc si vous êtes OK avec ça, c'est de construire une mind map. Moi, les mind maps, ça m'a sauvée pendant mes études de naturopathie. Notamment définir le sujet central. Donc, sujet central, l'hydrologie. Par exemple, donc vous mettez donc le terme hydrologie au centre de votre feuille et ensuite vous définissez les thèmes principaux et les sous-thèmes. Donc, principes fondamentaux d'hydrologie, les applications thérapeutiques, les techniques d'hydrologie, les indications et les contre-indications, le matériel et l'équipement, les cas pratiques et les protocoles, recherche, etc. Ensuite, vous ajoutez des détails et des notes. Tout simplement sous chaque chose. Je vous conseille d'utiliser des couleurs et des symboles. Ça permet de rendre la chose très attractive. Et si vous êtes OK, n'hésitez pas à partager vos min-maps dans le groupe WhatsApp Challenge, qu'on puisse construire ensemble une communauté d'échange et de partage. Et puis, on va pouvoir passer. Voilà, je vous ai mis un petit exemple de min-map, par exemple, sur le foie et la vésicule biliaire. Ça peut vous donner un petit peu des indications à ce niveau-là. Et en tout cas, merci d'avoir assisté. Je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions et vos interrogations. Donc, est-ce que vous avez des questions, peut-être d'autres conseils à proposer à tout le monde sur les études de naturopathie? Est-ce que vous avez un petit peu de tout ça? Alors, bonjour à tous. Bonjour, je n'arrive pas à accéder au PDF via le compte Instinct Naturo. Le site ne reconnaît pas mon adresse email. Ok, Dali, je regarderai ça après, mais le PDF, en fait, de toute façon, je vous l'envoie à chaque fois après la masterclass.
Un autre conseil que je peux vous donner également pendant vos études de naturopathie, c'est de ne pas non plus trop plonger dans les études, enfin, de pas trop plonger dans vos études de naturopathie, de vraiment trouver un équilibre entre votre vie personnelle et vos études. C'est très important parce que les naturopathes, je pense, sont l'une des professions qui peut être le plus sujette au burn-out, concrètement. On est vraiment les cordonniers les plus mal chaussés à ce niveau-là. Et c'est vrai que je vous conseille à ce niveau-là d'avoir un petit peu de recul. Juste un conseil, trouver une école qui fait des masterclass perso, cela me manque énormément. Alors, une école qui fait des masterclass, c'est vrai que le côté masterclass, donc le côté vidéo, est très intéressant. Après, pourquoi pas justement faire des masterclass ailleurs, en fait, hein, tout simplement, avec d'autres personnes. Moi, je propose par exemple des masterclass, mais également tout ce qui peut être sur YouTube, vous en avez parfois des intéressantes. Comment apprendre les mots latins de plantes aroma phyto? Les noms latins, pardon, et non mots. Alors, les noms latins de plantes et phyto. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que, en fait, donc, je découpais le mot en syllabes. Et en fait, à chaque fois, chaque syllabe, je l'associe à quelque chose d'autre. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, le mot commence par lin. Lin, du coup, je dessinais le lin, en fait, la graine de lin. Et en fait, du coup, ça me permettait de faire comme un rébut et donc, du coup, d'apprendre mieux le mot. Il y a aussi un exercice que je faisais parfois, c'était de le faire en chantant. Donc ça, c'est des mémotechniques qui sont intéressants pour moi, parce que moi, je suis très auditive dans le son, j'ai besoin d'associer des choses à des mots, etc. Mais si vous êtes beaucoup plus lecture, vous pouvez faire des post-it avec les mots latins, etc. et mettre des post-it devant chez vous. N'hésitez pas également à parfois le faire petit à petit. Donc, par exemple, vous vous concentrez sur 10 mots. Vous prenez 10 post-it, vous mettez 10 noms latins de plantes avec voilà, vous faites une petite fiche de révision, en fait, tout simplement. Vous pouvez la plastifier, mettre une photo de la plante, etc. Et vous les mettez, par exemple, les 10 fiches sur votre frigo, sur votre bureau. Et une fois tous les jours, vous lisez, en fait, ces noms latins. Vous n'avez pas besoin de vous répéter les noms, je ne sais pas moi, pendant 4 heures de temps pour les apprendre vraiment, vraiment par cœur. Faites-le peut-être crescendo et petit à petit par session courte et trouvez surtout qu'est-ce qui vous parle à vous. Est-ce que c'est le fait de chanter? Est-ce que c'est le fait de faire des rébus? Est-ce que c'est le fait de les lire et à force vous les retenez? Voilà, vous pouvez faire. Ok, donc pour les petits soucis de compte à l'espace formation, ne vous inquiétez pas, ça arrive ce soir. Existe-t-il des livres en aroma comme en physio? Alors, en aroma, il y a un livre qui est super, qui s'appelle des éditions Amiris. Là, il y a le tome 2 qui est sorti d'ailleurs. Édition Amiris, aromathérapie. Je crois que c'est Apprendre des molécules en s'amusant. Alors, ça ne fait pas du dessin, mais en tout cas, je les trouve, les molécules amisantes de Blondo Sonia. Je vous enverrai de toute façon toutes ces petites informations dans le récap après. Sur le groupe WhatsApp. Intégrez bien ce groupe WhatsApp pour avoir un petit peu toutes ces informations. Mais celui-là, le livre Les molécules amusantes de Blondo Sonia, vraiment super à ce niveau-là. Existe-t-il des livres c'est-il vraiment nécessaire d'apprendre les noms latins? Oui et non, parce que quand tu vas avoir donc une molécule d'huile essentielle devant toi, donc un flacon d'huile essentielle, avoir le nom latin permet vraiment d'avoir l'origine de la plante, de savoir d'où ça vient, etc. C'est pas forcément indispensable de tout savoir par cœur. Après, moi, je sais que, par exemple, j'ai bossé en herboristerie et en distillerie d'huile essentielle. Et avoir ces bonnes bases de noms latins, de connaissances en aroma physio, ça m'a énormément aidé dans ce boulot-là, que si j'avais dû reprendre tout à la base. Même parfois, quand il y a des consultants qui viennent en cabinet, qui nous proposent un flacon, enfin qui nous disent ouais, j'ai trouvé ça, est-ce que c'est intéressant, etc. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien? Donc avoir une bonne base, c'est intéressant. Bonjour, personnellement, je n'arrive vraiment pas avec les min-maps. Ah, ça a sauté. Une présentation en plan hyper détaillé me parle beaucoup plus avec couleurs et schémas, mais je retenterai l'expérience avec l'exercice. Après, c'est peut-être quelque chose qui ne te convient pas pour toi et c'est pas grave en fait. Il n'y a pas de souci à ça. Peut-être que voilà, toi, c'est de faire une fiche de révision bien détaillée
Il n'y a, pas de règles et de lois au niveau technique, etc. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Concernant l'exercice, est-ce qu'on se base sur le cours que vous nous avez donné? Tu peux le faire comme tu veux. Tu peux le faire sur l'aromathérapie, tu peux le faire sur... Non, tu n'es pas obligé de faire sur l'hydrologie. Tu peux faire vraiment... Moi, je vous ai suggéré l'hydrologie, mais vous pouvez... Si on pouvait avoir plein de min-maps différentes, hydrologie, phytologie, etc., ça pourrait être intéressant. Moi, là, en ce moment, j'essaye de retrouver mes min-maps de quand j'étais étudiante pour vous les partager. Mais je ne les ai pas encore retrouvées. Elles doivent être au fin fond d'un carton de déménagement. Mais dès que je les retrouve, je vous les partagerai. Ce serait top. Et oui, ça serait génial d'avoir plein de min-maps. Ça peut vous permettre également d'avoir un petit peu d'autres visions, par exemple de l'hydrologie, peut-être des techniques que vous ne connaissez pas, parce que pas toutes les écoles enseignent les mêmes techniques d'hydrologie. Donc voilà, il y a peut-être des personnes qui vont vous apprendre des pratiques divers et variés. Il y en a qui ont des cours en ayurvédique, il y a beaucoup de techniques d'hydrologie en ayurveda, etc. Peut-être que vous allez découvrir d'autres horizons. Et ça pourrait être hyper intéressant. Ok, merci, c'est top. Car au début de la formation, je me suis mise à 200% et là, avec l'été, j'avais perdu le rythme. C'est aussi quelque chose de pas... il faut accepter que dans vos études de naturopathie, vous allez avoir des moments de down, des moments où vous allez peut-être pas réviser pendant un mois ou pas toucher vos cours pendant un mois. C'est normal. 90% des personnes qui sont en études de naturopathie sont en reconversion, travaillent à côté, ont une vie de famille à avoir. Donc forcément qu'il va y avoir des moments où pendant un mois, vous n'allez pas toucher vos cours. Et c'est pas grave en fait. Le plus important, c'est la destination, c'est pas le chemin. Donc, enfin, normalement, c'est l'inverse. Normalement, le plus important, c'est le chemin, c'est pas la destination. Mais voilà, il y a des moi, j'ai eu des moments où pendant 2 mois, 3 mois, je n'ai pas touché mes cours. J'ai loupé des stages parce que voilà, il y avait des problèmes personnels. J'avais peut-être un petit souci financier. Je devais travailler pendant ce moment-là, etc. Un peu plus. J'étais fatiguée. Donc, j'avais des stages de loupé, des cours de loupé, mais j'ai rattrapé quand j'ai pu et j'ai fait ce que j'ai pu quand j'ai pu. Ah oui, des moments de donne, des fois tu te dis, je vais déchirer, c'est bon, j'ai compris. D'autres fois tu te dis, purée de poids, je ne comprends rien, je ne vais pas y arriver. Exactement, c'est pareil. Il y a des personnes qui vont avoir des moments. C'est quelque chose à accepter. Et il n'y a pas de souci à ça, d'avoir des moments où on ne comprend rien, où on a besoin de 3 mois pour comprendre un cours. Ça fait partie du processus. Voilà, faut vraiment bien vous répéter que quand votre cerveau, ça fait peut-être 10 ans qu'il n'est pas retourné à l'école. Il faut qu'il reprenne des mécanismes. Est-ce que l'on pourrait faire des stages? Une convention est nécessaire. Une stage dans une entreprise ou une stage dans une école de naturopathie. Donc, tu as des écoles qui peuvent proposer de la pratique. Ça peut être intéressant. Où tu peux donc du coup aller faire de la pratique là-bas. Si ton école propose des stages en entreprise, peut-être qu'ils peuvent te fournir une convention de stage. Ou parfois, tu peux avoir des naturopathes qui t'acceptent en stage chez eux. C'est très rare, on ne va pas se mentir, mais ça peut exister. L'inconvénient dans une école en ligne, c'est le manque de pratique. Oui, totalement. C'est vrai que c'est un très gros inconvénient, mais ça peut être quelque chose qui peut se faire ailleurs. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, j'ai mon programme supervision où j'ai vraiment conçu le programme par rapport au fait qu'on a souvent un manque de pratique, où on étudie donc 14 pathologies ensemble et on pratique ensemble, il y a des consultations filmées, etc. Je l'ai vraiment fait dans ce but-là parce que même dans certaines écoles de naturopathie en physique, il y a parfois des écoles qui ne font pas assez de pratique. Et je trouve ça, enfin, sincèrement, il ne faut pas se dire que
j'ai fait une école en ligne, donc du coup, je suis un mauvais naturopathe parce que je n'ai pas fait assez de pratique. C'est faux. Moi, j'ai vu des naturopathes sortir d'écoles qui se disaient très prestigieuses, où ils ont fait 40 clinicas, etc. Mais ne pas avoir ce sens de l'écoute, ne pas avoir cette posture professionnelle, ne pas avoir vraiment des petits détails, etc. Donc, ça ne veut rien dire. Vous devenez un bon naturopathe parce que vous développez un esprit critique, parce que vous changez d'horizon, parce que vous vous intéressez à tout, parce que vous continuez de vous former, parce que vous faites d'autres formations autour de tout ça, parce que vous adoptez une posture de thérapeute, que vous vous renseignez, etc. C'est vraiment ça le plus important pour moi. Alors que j'ai vu beaucoup de naturopathes mais depuis 2020 que j'accompagne des étudiants. Sincèrement, j'ai vu des personnes sortir d'écoles de naturopathie en distanciel qui sont dites pas forcément très réputées, etc. et être de suite des très bons naturopathes parce que voilà, ils ont fait un petit peu de tout ça et d'autres, voilà, il n'y a pas de. Pour ma part, je réalise la formation en ligne, elle doit se faire en 1 an, mais au vu de la densité et ma tendance épileptique, je l'aurais plutôt faite en 1 an. Du coup, je ne sais pas comment faire car je suis très en retard. Auriez-vous des conseils? Est-ce que tu peux contacter ton école pour savoir si tu as un plan d'aménagement qui peut être fait? Moi, je sais que par exemple, à la base, mes études de naturopathie étaient prévues en 3 ans et j'ai pu les faire en 4 ans parce que ben voilà, il y avait des moments de retard, je ne me sentais pas prête de passer l'examen, etc. Je savais que j'allais le louper en fait. Donc, du coup, j'ai parlé avec mon école et mon école m'a dit oui, il n'y a pas de souci, on reporte d'1 an, même de 2 ans si tu veux, etc. Donc, je pouvais avoir un plan d'aménagement. Et après, là, fais un plan d'action de suite. Note les cours que tu as en retard, donc sur une feuille, et dis-toi, bon, ben, ok, j'essaye en 2 mois, 3 mois, 4 mois, le temps que tu cherches à établir, de te dire, ben, je vais essayer de rattraper tous ces modules-là. Ça fait du bien d'entendre ce discours. Mais en tout cas, c'est ma vérité. C'est ma vérité. Peut-être qu'il y a des naturopathes qui vont vous dire non, etc. Mais moi, en tout cas, c'est le recul que j'ai sur toutes les personnes que j'ai aujourd'hui accompagnées. Je n'ai jamais fait de mind map et je ne vois pas trop sur comment le faire. Alors, les mind maps, tu peux le faire sur une feuille blanche A4, toute simple, avec des feutres de coloriage et un stylo. Il n'y a pas besoin d'un matériel particulier. Parfois, il y a quelques logiciels qui existent. Si tu mets logiciel de création mind map, moi, je préfère vraiment le côté feuille A4, dessin. Après, il y a des personnes qui peuvent le faire sur un tableau blanc et après la prendre en photo, l'effacer après. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Hélène, en 3 ans. Ah oui, donc c'est une école que tu dois faire en 1 an, mais qui normalement est en 3 ans. Contacte vraiment ton école, Hélène, c'est ce que je te conseille, parce que ça peut être quelque chose d'organisation en fait, à voir avec eux. Et s'ils ne te proposent pas d'organisation, là, de suite, fais-toi un plan avec cette organisation-là. Si, avec ton épilepsie, je pense que voilà, tu dois avoir des problèmes de concentration, etc. Donc, n'hésite pas à varier les sources de formation. Podcast quand tu es dans la voiture ou quand tu es en train de faire du ménage. Le soir, lire un petit peu un livre de naturopathie, même si c'est que 5 minutes, c'est toujours 5 minutes. Avoir un répertoire avec déjà les définitions pour pouvoir les réviser de temps en temps. Et voilà. Des mind maps, regarder des vidéos sur YouTube, des podcasts. Je n'ai pas d'école, j'ai fait de la formation en ligne. Comment trouver un stage pour la pratique? Alors, un stage pour la pratique, tu peux contacter des écoles qui sont près de chez toi et voir directement avec eux, tout simplement. Bonsoir Corinne, il n'y a pas de souci pour le retard. On est à la fin de la réunion, mais tu pourras regarder le début en replay sans souci. Est-ce que vous avez d'autres petites questions? Dans le groupe WhatsApp, je vous mettrai donc une bibliothèque de livres que moi j'ai beaucoup apprécié à lire pendant mes études de naturopathie qui peuvent être intéressantes pour vous. Je vous mettrai donc voilà tous les petits livres et toutes les informations. Je vous enverrai également le PDF. Ce soir vers 21 h, je pense, vous allez recevoir un email avec votre lien d'accès à votre espace formation pour pouvoir regarder le replay, le temps que je puisse télécharger la vidéo et voilà. Et puis, si vous avez vraiment la moindre question, vous n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Comment j'accède au groupe WhatsApp? Je vous l'envoie par email là de suite. Normalement, vous devez le recevoir par email, le groupe WhatsApp.
dans votre premier email. Puis si vous pouvez donc partager vos petites mini-maps dans la semaine, même en 10 jours, 15 jours, etc., ça pourrait être super intéressant. Et voilà. Et puis pour ce challenge de cette semaine, c'est tous les soirs à 18h sur cette même réunion Zoom. Donc voilà, c'est toujours le même lien. Notez bien ça. Voilà, vous n'avez pas besoin de noter plusieurs liens différents, etc. Mais tous les soirs à 18h, on se retrouve ici. Et tous les soirs, vers 20h30, 21h, vous recevez le replay. Si vous n'avez pas eu le temps, pour X ou Y raison, de pouvoir regarder. Merci en tout cas de votre écoute. Merci de votre attention pendant cette conférence. On se retrouve demain pour le jour de ce challenge. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, bonne soirée.